là maintenant, on change de sujet. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Serge Ketov, chirurgien maxillofacial. Et donc, il va nous parler de chirurgie, mais de chirurgie digitale. Et c'est ça, en fait, l'intérêt aujourd'hui. Ou moi, mes souvenirs, c'est que tous les chirurgiens avec qui je travaillais ne voulaient surtout pas entendre parler d'informatique. Ce n'était que du manuel. Et là, ça y est, nous avons la nouvelle génération qui fait appel, comme déjà hier, donc, au digital pour pouvoir traiter les patients. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc, bien sûr, je remercie... Oui, juste une seconde. Ouais. J'aimerais demander un truc difficile au dernier... Je vais accélérer. Voilà, merci. Pas de problème. Donc, je remercie Charlie, puis toute l'équipe OrthoPartner d'avoir organisé le Genius Summit. Et puis, il faut le dire, il faut insister, il y a quand même un accueil avec un sens de l'hospitalité qui est exceptionnel. Et c'est vraiment un plaisir de partager ce week-end avec vous. Donc, brève présentation, docteur Serge Ketov, je travaille avec le docteur Guy Princk à Paris 16e, j'opère à la clinique Bizet. Je suis aussi attaché à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et attaché à la consultation d'orthodontie à l'hôpital Bretonneau. Je vais parler du protocole OrthoChir et du flux numérique, mais le protocole OrthoChir, il est immuable. Il y a des choses qui sont immuables et la pierre principale de tout ça, c'est le diagnostic. Et le diagnostic, il doit être fait de manière conjointe avec l'orthodontiste et le chirurgien. C'est de là que va découler tout le plan de traitement, qu'il soit en 2D ou en 3D. Une petite alerte, c'est le sens transversal en tout début de traitement. Si on a un déficit du sens transversal de plus de 6 mm sur les molaires quand on voit le patient en premier, il va falloir passer par une première chirurgie de disjonction maxillaire. Ce protocole, il est éminemment pluridisciplinaire, ça ne faut pas l'oublier, avec des kinés, des orthophonistes et aussi des psychologues qu'on oublie souvent. Nous, on pense que les chirurgiens, leur truc principal, c'est la chirurgie, mais en fait, en orthodontique, c'est très particulier parce que c'est une chirurgie qui se planifie et on passe plus de temps souvent à planifier les cas qu'à opérer les patients. Et c'est ça qui a changé maintenant avec la planification 2D et 3D. Alors, si je veux schématiser les ostéotomies, finalement, il y a deux catégories. Il y a l'ostéotomie monomaxillaire, et là, c'est vous qui faites le travail. Nous, on va opérer le patient comme vous l'avez préparé, c'est-à-dire c'est des compensations dentaires qui vont permettre le mouvement squelettique et l'esthétique. Nous, on va se suivre que à l'occlusion. Et donc, en termes de planification, tout ce qui pourrait changer, c'est se dire, est-ce que je vais faire une génioplastie en plus ou pas ? Et ça dépend bien sûr de la forme de la symphyse, mais parfois ça dépend aussi des capacités qu'on a eues à faire la décompensation. Une très bonne décompensation, on arrive à bien avancer la mandibule et souvent on n'a pas besoin de génioplastie. Inversement, si on a eu du mal à décompenser, on va faire une petite génio en plus. La planification, elle prend tout son sens quand on fait une ostéotomie bimaxillaire. Il va y avoir bien sûr un travail orthodontique, mais nous, on va placer la classe 1 dans l'espace, selon 3 critères, qui sont la chirurgie orthofaciale dont on parlait hier, qui sont l'harmonie esthétique de face et de profil, la fonction du patient et rétablir bien sûr l'occlusion. Et là, les choix, ils ne sont pas infinis, mais ils sont multiples, et c'est pour ça que les nouveaux outils vont nous aider à faire toute cette planif. Et pour résumer, le principal quand même de la planification, nous, les chirurgiens, comment on fonctionne? Le principal, c'est qu'on va faire la planification sur l'incisive maxillaire. On va centrer l'incisive maxillaire au milieu du visage, on va analyser le sourire, et c'est de là que tout va découler. Le rôle du chirurgien et de l'orthodontiste dans la préparation, c'est de se mettre d'accord sur les mouvements, notamment si on a des mouvements de rotation du plan d'occlusion, et ben l'orthodontiste va pouvoir régler le torque en fonction de ces mouvements du plan d'occlusion. Et donc finalement, nous tous ici dans la salle, notre point commun, c'est de traiter les patients en changeant leur forme. Et donc finalement, pour changer la forme, l'enjeu c'est d'acquérir l'anatomie, d'avoir un outil d'analyse et finalement un autre outil qui est l'outil de traitement pour traiter le patient. Donc anciennement, on avait la planification des images en 2 dimensions avec bien sûr l'examen clinique du patient. Moi, c'est comme ça que j'avais appris au début. Donc on fait la chirurgie sur calque et on va positionner nos calques en fait pour faire une simulation de la nouvelle position des mâchoires. Et après, on va avoir le besoin de faire ce transfert au bloc opératoire d'une manière ou d'une autre. En général avec des gouttières.
Et donc est avenu, grâce à tous les outils numériques, le clone numérique du patient. C'est grâce à ça qu'on va finalement passer au monde, au traitement numérique. Et donc j'avais écrit cet article avec le Dr Achouch et d'autres collègues sur le flux numérique en orthochir. Il y a une partie qui finalement est l'acquisition avec le scanner, la photo 3D, les empreintes numériques, et maintenant même la cinétique mandibulaire. Et donc on va numériser le patient, on va avoir notre clone, et dans la deuxième phase, on va faire le plan de traitement avec toutes ces données. Le plan de traitement, c'est pareil que finalement en 2 dimensions, mais il est un peu augmenté, parce qu'on va analyser beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait pas voir en 2 dimensions. Et puis ce qu'on a vu aussi ce matin et hier, on va avoir une notion de simulation et de prédictibilité. Avant, on avait le schéma dans la tête de ce qu'allait devenir le visage ou ce qu'allait devenir les dents et le sourire en fin de traitement, mais maintenant on peut le simuler directement sur l'ordinateur et le visualiser. Et donc finalement, une fois qu'on a le clone numérique du patient, on va faire l'opération sur l'ordinateur et comment on transfère ça dans la réalité. Et ça, c'est un thème global qui s'appelle la chirurgie guidée en fait. Et la chirurgie guidée, il y a plusieurs domaines qui sont souvent utilisés en maxillo et en dentaire. Le plus utilisé donc en chirurgie orthodontique, ce sont la chirurgie guidée dite statique, qui est faite avec des guides. Donc c'est-à-dire un moyen physique imprimé en 3D. Les gouttières ou les plaques sur mesure avec les guides sur mesure. Et professeur Thomas Schumann vous a présenté hier, c'est l'un des pionniers mondiaux qui a inventé cette technique. La deuxième, c'est la chirurgie guidée dynamique, c'est-à-dire qu'on fait une opération qu'on a simulée sur l'ordinateur et en temps réel, dans la salle d'opération, on va pouvoir se repérer avec différents instruments. En chirurgie orthodontique, c'est trop compliqué, mais ça, c'est pas mal utilisé avec le X-Guide en implantologie. Troisième, là, c'est complètement science-fiction, mais pas tant que ça, parce que ça a été utilisé, c'est la chirurgie guidée autonome par robot. Et là, il y a encore une première mondiale qui est française, qui a été faite au CHU d'Amiens. Ils ont fait une ostéotomie de l'euphorin qui a été fait entièrement toute seule par un robot avec un laser qui découpe l'os. Donc ça, c'est pour dire quand même, point de vue de la chirurgie orthodontique et de la recherche en France, c'est vraiment, on est à la pointe, donc c'est une bonne chose. Le tout dans tout ça, c'est de bien connaître les outils. La planification virtuelle, si elle ne correspond pas à la réalité, et ben, le jour J de l'opération, ben, on se plante. Donc ça, c'est très important. Je vais vous parler donc de la chirurgie, après quelques cas cliniques, de la chirurgie guidée. Et donc là, je vais vous parler des gouttières. Et donc, ce qui a remplacé ma feuille de calque, le compas, etc., c'est ce setup-là. Donc, un ordinateur, on a le logiciel où on va simuler le traitement. Un deuxième écran hyper important où on a les photos du patient, le dossier clinique pour ne pas s'écarter du scanner, pas rester que sur du scanner. Et puis, bien sûr, l'imprimante 3D qui va produire le dispositif. Donc ça, maintenant, c'est de plus en plus simple et on peut tout avoir sur le même endroit. Donc à partir d'un cas clinique, on a une patiente adulte qui a un syndrome d'apnée du sommeil avec une classe 2 birétrusion hyperdivergente. Quand on analyse le sourire, on voit qu'on a un sourire gingival. Et de profil, une birétrusion et surtout sur la télé de profil, cette étroitesse des voies aériennes. Donc le flux numérique, alors ça c'est notre point d'achoppement parce que c'est pas facile, il faut qu'il soit valide. Si on a des mauvaises données, on ne pourra jamais opérer correctement le patient. Valide, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un examen d'imagerie 1 mois avant la chirurgie et des moulages dentaires 1 mois avant la chirurgie qui seront neutres, qui ne vont pas changer quand on aura le patient en face de nous au bloc opératoire. On va avoir des données osseuses, les données des tissus mous et les données des dents. Point de vue validité, bien sûr, le condyle, il faut qu'il soit en relation centrée, il faut que le scanner soit fait en relation centrée. Ensuite, on superpose toutes ces données et on va passer à la chirurgie. Et donc, on va faire les traits d'ostéotomie sur le maxillaire, la mandibule et le menton. Comment on va définir l'occlusion ? Il y a 2 façons, une manière dite haptique, c'est-à-dire manuelle, qui est encore utilisée parce que tout le monde a confiance à cette manière-là, c'est-à-dire on va prendre les moulages entre les mains et définir notre occlusion. On peut intégrer numériquement cette occlusion de 2 façons. Soit on scanne les moulages dans le cone beam, si on dispose d'une empreinte optique, on met les moulages en occlusion et on les rescanne.
Donc voilà, moi j'aime bien quand les orthodontistes font des trucs à l'ancienne, ils me mettent des petits coups de crayon sur les moulages pour savoir quelle occlusion ils veulent. Ça c'est hyper important. Et donc du coup la manière plus moderne, c'est tout simplement que vous pouvez mettre vos moulages en occlusion et vous les rescannez, on reçoit le STL et on sait que c'est cette occlusion-là que vous avez décidé. Donc ça c'est important. Éventuellement on peut faire l'occlusion en full digital. C'est pas tout à fait utilisé. Bien sûr, ça ne peut pas se faire sur le clean check, parce que le clean check, c'est une prédiction. Ça ne va pas être la vérité du résultat obtenu. Il faut que ça soit fait sur une empreinte fraîche. Donc voilà notre patiente. Donc on a recueilli les données osseuses. On a les données cutanées, donc pour la peau. Et on va faire une mise en occlusion. Cette mise en occlusion, on voit qu'elle fait une avancée mandibulaire seulement de 5 mm. Nous, si on veut soigner l'apnée du sommeil, il va falloir, en termes généraux, avancer au moins de 10 mm. Donc, ce n'est pas suffisant. Et puis, on peut avoir une petite simulation sur les tissus mous, vous voyez. Et donc, on sait que de toute façon, déjà initialement, qu'on allait faire une chirurgie bimaxillaire. Pour planifier toute la chirurgie bimaxillaire, ça, c'est des notions qu'on avait un peu en 2D, mais qui en 3D sont maintenant beaucoup plus faciles. On va d'abord réaliser le centrage du point interincisif et ensuite horizontaliser le plan d'occlusion. Une troisième chose que vraiment on ne pouvait pas du tout prendre en compte en 2D, c'est ce qu'on appelle le lacet en vue inférieure, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des patients centrés sur le sourire, sur le milieu interincisif, et on se demandait pourquoi ils avaient un angle à gauche ou à droite plus externe, asymétrique. Mais en fait, il peut y avoir du lacet sur le maxillaire, c'est-à-dire que le milieu interincisif est centré sur le visage, mais il y a une rotation du maxillaire sur le plan axial. Et si elle n'a pas été corrigée, bah forcément, une fois qu'on va avancer la mandibule, on aura un écart d'un côté et de l'autre. Donc ensuite, on réalise l'impaction de 4 mm et on va pouvoir passer à l'avancée. Donc là, on a préparé le cas pour que tout soit normé, centré, horizontal. Et puis là, maintenant, il y a une infinité de possibilités pour régler l'esthétique et la fonction. Donc ça dépend vraiment de chacun. Donc voilà, donc là on fait l'avancée bimaxillaire. Et quand on fait cette avancée bimaxillaire, on s'aperçoit sur le nez, vous voyez qu'il y a une avancée de 6,2 mm au niveau de l'orifice piriforme et sur la mandibule de 9 mm. Sur le nez, ça peut poser problème. On n'a pas envie de modifier, d'élargir le nez, d'avoir un nez de Lefort. Et donc ces 6,2 mm, ils ne vont pas nous satisfaire. Et donc pour ce faire, on va modifier le plan d'occlusion. Comme on a déjà choisi la position du maxillaire, on va mettre un point fixe sur le point interincisif pour dire voilà, le point interincisif, je ne veux pas qu'il bouge, mais par contre je vais modifier le plan d'occlusion. Et donc en fait, grâce à la modification du plan d'occlusion, on va pouvoir faire une rotation anti-horaire. Ça va nous rapprocher, ça va nous rapprocher donc les orifices piriformes et majorer l'avancée mandibulaire. Donc ça va vraiment dans le sens où on veut. Donc cette modification du plan d'occlusion, c'est vraiment quelque chose de primordial pour la gestion des cas de Bimax et notamment la gestion esthétique. Et ensuite, on réalise la génioplastie. Des détails qu'on ne voyait pas en 2D mais qui sont en 3D. La mandibule, elle est triangulaire, donc forcément quand on l'avance, il va y avoir un conflit avec les valves externes ou les condyles et un élargissement des angles. Ça, on ne pouvait pas l'anticiper sur la 2D, mais maintenant on le voit très bien en 3D et donc on peut modifier un petit peu nos trajets d'ostéotomie ou notre prise en charge en fonction de ces interférences osseuses. Donc il y a plusieurs logiciels qui font des simulations avant, après des tissus mous. Ça, c'est pas quelque chose que je montre aux patients, c'est déconseillé par les experts et je pense que de toute façon, c'est un peu trop pour les patients. Donc, une chose qui est quand même hyper utile parce qu'on a besoin de les informer sur le changement du visage, mais aussi sur le principe tout simplement de la chirurgie. Il y a des vidéos qui sont hyper bien faites donc sur YouTube par Global Day qui expliquent schématiquement la chirurgie avec les modifications du visage. Et je pense qu'avec ça, les patients, ils arrivent vraiment à comprendre qu'ils vont passer d'une classe 2 à une classe 1, qu'est-ce qui va se modifier, et ils se font leur propre image d'eux-mêmes, on n'a pas vraiment besoin de leur montrer des simulations. Alors, je reviens à ma gouttière.
on va faire un articulateur virtuel là pour ouvrir la mandibule et dessiner en fait notre première gouttière chirurgicale pour avancer la mandibule. Quand j'étais interne, c'était hyper compliqué. Maintenant, les logiciels, bon, en 4 clics, c'est fait, quoi. On fait une première gouttière intermédiaire, on avance la mandibule, et une gouttière finale avec l'occlusion. Et donc, on va imprimer tout ça. Un petit message sur le in-house et l'in-office. Le in-house et l'in-office, la gouttière chirurgicale, c'est un dispositif médical. C'est un dispositif médical de classe 1. Donc en fait, normalement, si on veut faire dans les règles, il faudrait se déclarer à l'Agence nationale de sûreté du médicament et avoir pas mal de protocoles. Donc j'ai fait pas mal de travaux, j'ai encadré des travaux là-dessus, sur le dispositif médical, etc. Donc si vous voulez, on pourra en discuter plus amplement. Mais globalement, il faut utiliser des machines, des logiciels qui ont le marquage CE, il faut avoir des traçabilités. Donc voilà, bon, on pourra en reparler. Donc le résultat post-chir de la patiente, on a soigné, on a traité la verticalité avec le sourire gingival, on a recentré le maxillaire. Et on a fait une avancée importante du tiers inférieur du visage qui a permis de soigner l'apnée et d'améliorer l'esthétique. Je passe maintenant au deuxième dispositif. Je vais prendre que les 2 dispositifs qui sont le plus utilisés, donc les guides et plaques sur mesure. Patiente donc hyperdivergente avec une infraclusie. Et on voit là les mamelons sur les incisives antérieures. Donc quand on parle de protocole orthochir pluridisciplinaire, c'est pas que la 3D qui va régler ce problème. Si elle voit pas un kiné qui lui apprend à mâcher sur les dents de devant en post-op, on va clairement pas y arriver. Donc ça, c'est un petit rappel. Si on superpose le scan pour analyser, on voit qu'on a un centre, un maxillaire dévié avec un tilt du plan occlusal, donc qui est traité par la planif. Pour fermer cette béance intérieure, cette infraclusie, on va faire une rotation dans ce cas-là horaire du plan d'occlusion. Et pour avoir une compétence labiale qui permet d'éviter, si possible, les récidives, on va faire une petite génioplastie, permettre d'améliorer la sangle labio-mentonnière. Donc dans ce cas-là, avec des plaques sur mesure, ce qui a été dit hier, on peut être créatif. Les plaques, elles ne sont pas figées, on peut demander exactement les plaques qu'on veut. Donc pour ce cas-là, j'ai aimé au maxillaire faire des plaques uniques juste en antérieur du maxillaire, un peu plus solides, ce qui me permet de ne pas faire une incision ou des décollements cutanés trop importants, en espérant qu'il y ait des suites plus simples pour la patiente. Donc ça, c'est le dispositif que vous avez prêté hier. Alors, petite digression. En 2013, donc ça fait 10 ans, Obama, c'était le premier président qui a imprimé son buste en 3D. Ça n'a pas été un buste fait de manière classique, il a imprimé son buste en 3D. C'était pour marquer le fait qu'il disait que la prochaine révolution industrielle, c'était l'impression 3D. Alors on peut se dire, ouais, c'est le truc d'américain, c'est un peu exagéré. Mais finalement, quand on voit les machines et ce qu'on peut faire maintenant, donc là je suis avec un ingénieur, on venait d'installer une imprimante 3D titane. Vous voyez, c'est des trucs qui sont quand même, c'est pas des imprimantes de bureau, c'est vraiment lourd. On arrive vraiment à des choses incroyables. Et donc pour imprimer le titane, on appelle ça le selective laser sintering. En fait, il va y avoir un faisceau laser qui va fusionner la poudre de titane pour créer l'objet souhaité. Donc ça, c'est les plaques sur mesure qu'on reçoit par le laboratoire avec qui on bosse. Et vous voyez là le parallèle entre le buste fait par Obama et ce produit-là, il est évident parce qu'en fait, depuis l'Antiquité, on va produire des objets métalliques par de la fusion, du moulage et de l'usinage. Et maintenant, on arrive à les produire in extenso comme ça directement avec une machine. C'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a une révolution qui est complète. Donc voilà la patiente, 1 semaine après et 6 mois plus tard. Sens transversal, on peut imprimer maintenant des disjoncteurs sur mesure en titane à appui osseux. C'est rarement utilisé, mais ça peut rendre service dans certaines situations. Alors, pour terminer, dernier cas clinique, un cas qui a été présenté en Genius par le docteur Le Breton au cabinet d'Enfer.
Donc un patient à qui il manque la 21 et donc la 11 a migré au centre du visage. Et on voit une petite bascule du plan d'occlusion à gauche avec ce sourire gingival. Hyperdivergent classe 2 avec une insuffisance verticale postérieure. Donc d'un point de vue dentaire, on a cette absence de 21, la 11 qui est au centre et un encombrement dentaire mandibulaire important. Là, il y a deux solutions de plan de traitement qui peuvent être proposées. Soit on fait une ouverture de l'espace de 21 et on fait un bridge collé, ou bien on maquille 22 en 21, 23 en 22 et on fait des extractions. Et donc en accord avec le patient, ça a été décidé pour la deuxième option. Donc extraction de 15 et extraction de 34-44. En décours de traitement, donc déjà on a une énorme amélioration du sourire et de l'état dentaire. Et puis ça c'est la coordination des arcades maxillaires mandibulaires avant la chire. Et puis la décompensation qu'on a obtenue à la mandibule grâce aux deux avulsions. Et puis, donc voilà, cette décompensation pour nous est hyper importante, ce qui va permettre d'avancer correctement la mandibule. Donc là, toujours le même principe de planification. On va recentrer le maxillaire. Pour les centrages du maxillaire, nous, cet outil, ça a tout changé. Parce qu'à l'œil nu, c'est quasiment impossible de mettre le point interincisif maxillaire vraiment au centre du visage. Donc on peut avoir des surprises. Surtout chez ce patient, on va le revoir après, mais il avait la pointe du nez déviée. Donc au jugé, c'est très difficile de trouver le milieu. Donc pareil, chirurgie bimaxillaire, on avance et génioplastie. Là, c'est la photo de la semaine dernière, quelques semaines après la chirurgie. On a recentré le maxillaire. Vous voyez, en recentrant le maxillaire, on va aussi remettre, on fait une petite septoplastie, ça permet de remettre le nez dans l'axe. Et donc on a un bon alignement et une centralisation au sourire. Et de profil, on a récupéré un angle cervico-mentonnier qui est un peu plus acceptable. Voilà, donc en conclusion, la réussite du plan de traitement, c'est le diagnostic, peu importe l'outil, il faut vraiment faire un diagnostic, c'est une bonne collaboration entre l'orthodontiste et le chirurgien. La planification chirurgicale, pour nous, tout a changé, on a vraiment des outils qui sont hyper agréables et beaucoup plus précis. Et donc il faut bien maîtriser ces nouveaux outils et surtout bien connaître leurs limites, on ne peut pas tout faire, et puis tout ça en relation bien sûr avec l'ortho et le chirurgien. Je vous remercie pour votre attention. Merci.